Bonsoir, bonjour et bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Donc je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle rencontre du mardi à 21 h. Un espace de diffusion de la psychanalyse pour voir toutes les nouvelles idées que nous propose la psychanalyse pour dénoncer ces vieux préjugés qui continuent à nous enchaîner et de découvrir de nouvelles idées, n'est-ce pas Sandra, de nouvelles idées pour voir il existe, Jean-Philippe, Fanette, bonsoir, il existe de nouvelles manières ou d'autres manières, surtout Marie-Laure, bonsoir, d'autres manières de vivre, et ce qu'on va voir aujourd'hui, de vivre l'amour. Féti, bonjour. Sabrina, bonsoir. Donc, je vais aller regarder là-bas. On y va, hop. Pas expert. Dalal, bonsoir. Donc, nous sommes là. Je vais donc aller voir Marlène, Gina. Et je vais aller voir donc ici. Et donc Fabienne, bonsoir Fabienne. Donc aujourd'hui nous avons choisi le thème de l'amour. L'amour en psychanalyse. L'amour en psychanalyse. Donc nous allons voir un petit peu de quelle aventure il s'agit quand on parle de l'amour. De faire un petit... Donc vous savez que pour en savoir plus sur l'amour, sur les relations de couple, vous avez cette nouvelle publication qui vient de sortir. Lucie, bonsoir. Annick, bonsoir. Carlos, bonsoir. Cette nouvelle publication qui vient de sortir, qui s'appelle « L'esclavage de l'amour », qui se trouve sur Amazon.fr, Néléa. Ou Serge, bonsoir. Toute une histoire. L'histoire de l'amour, toute une histoire. Et alors, ce qui va être intéressant et qu'on va voir principalement quand justement on va parler de l'amour, c'est qu'on va voir une chose qui est très importante, c'est-à-dire que vous voyez que les progrès techniques dans la société dans laquelle nous vivons n'arrêtent pas de se multiplier, Nous en venons à j'allais dire amélioration, mais je ne sais pas si c'est une amélioration, mais un développement de la technologie pour transformer notre manière d'avoir accès à certaines informations. Et on voit que pourtant, le sujet psychique, nous continuons à aimer, à souffrir, à tomber amoureux, à être fidèle ou infidèle, et à être jaloux, et nous continuons à souffrir de toutes ces choses et qui existent depuis des siècles et des siècles. Vous voyez, il y a comme une grande différence entre ces progrès que l'être humain a pu faire, donc quand ça n'a rien à voir avec lui, parce que progresser lui, ça c'est une autre chose. Est-ce que les couples qui s'unissent se ressemblent psychiquement? Bonsoir Olivier. Et est-ce que les couples qui s'unissent se ressemblent psychiquement? D'une certaine manière, oui, Céline. On va voir que oui, effectivement. Alors, avant de répondre tout de suite à vos questions, on va essayer d'exposer un petit peu le sujet qui est très important, très intéressant. Donc, vous savez que quand on parle de l'amour, même quand on parle de l'amour en psychanalyse, l'amour, ce n'est absolument pas un concept. C'est donc que l'amour, c'est quelque chose qui va... avant la psychanalyse, les seuls qui parlaient de l'amour, c'était les poètes. Les poètes qui avaient commencé à parler de l'amour, les écrivains, les poètes. Mais à partir de la psychanalyse, Freud a commencé à s'intéresser à ce phénomène des relations amoureuses. Alors, Myriam, bonsoir. Fernand, bonsoir. Yasmina, pardon. Donc une chose qui va nous dire, et ça c'est, on va commencer par cette idée-là, et qui est très importante, où Freud, il écrit une lettre à son ami Jung, quand il était encore son ami ou son disciple, et il lui dit, et ce qui est très intéressant, c'est pour montrer l'importance
de l'amour, il dit « Je crois que la psychanalyse est une cure à travers l'amour. » D'accord? Au fond, qu'est-ce que serait l'amour? Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, Olivier. Hein. Donc, on va commencer. Dominique, bonsoir. Il n'y a pas de discours sur l'origine de l'amour, mais il y a l'origine du discours sur l'amour, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, on a écrit sur ces relations qui existaient entre les dieux et les humains, où c'était des amours cruels, des amours vengeurs, des amours agressifs, des amours où la particularité c'était que le dieu, c'était l'amant, c'est celui qui aimait, et l'être humain, c'était celui qui était aimé. On va voir que quand on parle d'amour, on va toujours faire référence à ces deux positions. Le séminaire encore de Jacques Lacan en dévoile quelque chose. Et donc, vous pouvez développer cette expression « cure de l'amour ». Il va falloir qu'il y ait de l'amour dans cette relation pour que, on va voir que la seule chose, de la même façon que l'enfant, c'est par amour qu'il va se transformer, c'est pour ne pas perdre l'amour de ses parents qu'il va accepter de renoncer à certaines choses qui lui donnent de grandes satisfactions. Quand on parlait des pulsions partielles, de toutes les satisfactions que l'enfant a dans ses relations, avec lui-même, dans ses relations, on va dire, narcissiques, avec son caca, avec son sexe, où il adore se promener tout nu, enfin, tout ce qu'il va devoir ensuite limiter, ce qui va devenir interdit entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va devoir limiter ses pulsions pour qu'elles soient toutes orientées sur la reproduction. Et qu'il va accepter de faire ça, on va voir qu'il va accepter de faire ça pour ne pas perdre l'amour de ses parents. D'accord? Et donc on va voir que ça va être quelque chose qui va intervenir dans le sujet où il y a des gens. Bonsoir, je découvre le titre de ce soir, les larmes aux yeux. Quel titre, quel programme? Donc ce qui va nous intéresser ici de voir dans l'amour, c'est que l'amour, bien sûr, il y a un pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour ne pas perdre l'amour de l'autre, vont être capables de faire plein de choses faramineuses. Mais, bonsoir Martine, mais ça c'est pas tout à fait, je veux dire, parce que ça c'est quelque chose qui est nécessaire et indispensable pour l'enfant. Jamal, bonsoir. Non, c'est quelque chose qui va être indispensable pour l'enfant. L'enfant, il va devoir renoncer à certaines satisfactions pour ne pas perdre l'amour. Pourquoi? Parce qu'il dépend de cet amour. Si les parents l'abandonnent, il se retrouve, et il n'y a plus personne qui prend soin de lui. Tandis que l'adulte, renoncer à faire certaines choses ou à renoncer à faire sa propre vie par peur de perdre l'amour de l'autre, quand on est adulte, là, il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Samia, bonsoir. Donc, une chose qui va être importante, c'est-à-dire que nous ne naissons pas en sachant aimer. Nous naissons en étant, Hakim, bonsoir, Eline, bonsoir, nous naissons en étant aimés. C'est une grande différence. L'amour et l'érotisme. Ça, c'est une autre chose. Alors, l'amour sain, qu'est-ce que c'est un amour sain? C'est un amour qui vient enrichir ma vie, non? Donc, c'est... alors, on va voir un petit peu parce que quand est-ce que je sais que l'amour, c'est envers l'autre ou si c'est envers moi? Non? Comme dit Anya. Est-ce que l'amour, c'est envers soi-même ou envers les autres? Donc, comme on voit que l'être humain, ce qu'il va recevoir, c'est de l'amour. On va l'aimer. Même si après, il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais moi, on m'a pas beaucoup aimé, on m'a pas bien aimé. Vous voyez, ce que ma mère me disait, ce que mon père me disait. » D'accord. Mais n'empêche que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai reçu l'amour nécessaire pour survivre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi et qui m'a donné. Non, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Quand on voit par exemple toutes les mamans, je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, le travail qu'elles ont fait et qu'elles ont dû faire pour s'occuper de leurs enfants. Et même quand elles n'en avaient qu'un.
non? C'est-à-dire que c'est un travail énorme qu'elles ont dû faire, et ça fait partie de l'amour. Le travail, hein, dans le travail, il y a aussi de l'amour. Alors, on va voir être né en étant aimé. C'est pas sûr, tout dépend pourquoi. Non, non, on parle pas de sentiment, Fanette, d'accord? On parle de travail. C'est-à-dire que toutes les mamans, elles ont fait un travail pour que leurs enfants puissent grandir. Ils sont occupés d'eux. Chacune comme elles ont pu, avec les moyens du bord, avec l'économie qu'elles avaient, avec la disposition psychique qu'elles avaient. Mais si on est tous là aujourd'hui, on a reçu l'amour nécessaire pour pouvoir être sur un direct ici, Fanette. D'accord? Donc, après, bien sûr, on peut perfectionner. C'est pour ça que on va voir que la psychanalyse, c'est un instrument pour apprendre à aimer. Hein? C'est un instrument pour apprendre à aimer, parce que l'amour, c'est pas, non, c'est pas Cupidon. Ça, c'est pas l'amour. Cupidon, ça, c'est autre chose. Hein? L'amour, c'est un apprentissage. Parce que sinon, alors, quand tout d'un coup, j'ai plus de sentiments, boum, je te mets à la poubelle. Non, non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé un projet avec une personne, quand j'ai commencé avec quelque chose, ben, je vais construire cet amour. Donc, hein. Alors, on va continuer un petit peu pour continuer à nous intéresser à... Vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Au plus on est nombreux, au plus on peut être meilleur. Donc, dans le banquet, dans ce texte de Platon, dans le banquet, où il va commencer, apprendre à aimer, savoir aimer avec justesse, donne le sel de la vie. Alors, Platon va commencer le discours sur l'amour. Et en fait, c'est un livre où il va présenter plusieurs discours sur l'amour, à partir de l'entrée du désir. Parce que, on dit que c'est un sentiment, mais c'est aussi un désir. Alors, et on va dire que le désir va rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'il va se produire ce qu'on appelle le mythe de la naissance de l'amour. Non, parce que penser, comme disait Fanette, que l'amour c'est un sentiment, ça c'est une théorie. La psychanalyse, elle ne pense pas que l'amour ce soit un sentiment. D'accord? Sinon qu'elle pense que c'est un travail. Vous vous rendez compte, c'est un travail. Bonjour Anne-Sophie. Donc, et il va nous dire aussi une autre chose qui est très intéressante, que va nous souligner Freud. Bon, c'est pas Freud qui l'a découverte, mais c'est une idée qui est très intéressante, où il va faire la référence justement entre les Grecs et l'homme moderne d'aujourd'hui, où il dit qu'en fait, l'homme ancien, le grec, il donnait beaucoup plus d'importance à ce qui était la pulsion, c'est-à-dire à sa tendance amoureuse, ou à sa tendance vers l'érotisme, ou à sa tendance vers le désir. Alors que l'homme moderne, non, c'est lui, ce qu'il pense, c'est que tout vient de l'objet. Non, que tout vient de l'objet. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse, ben c'est pas de ma faute, regardez ce que j'ai en face de moi, non, comme si c'était la faute de l'autre que le fait que moi je tombe amoureuse. Et alors, bonsoir, ce que nous nommons amour est le désir d'un bonheur étranger. Étymologie de mot amour et de Eros, l'amour ou l'âme or. Hein, vous aimez bien ça, Olivier, hein? Alors, c'est joli, l'âme or, non? C'est comme une partie de nous qui est hors de nous. Mais on va voir que l'amour, en fait, l'être humain, il est très limité dans l'amour. Daniel, bonsoir, il est très limité. Mais ce qu'on va voir, ce qui est très intéressant, c'est que quand on va dire que l'homme moderne aujourd'hui, en fait, tout où on va expliquer que si moi je suis amoureuse, parce que regardez, l'autre il est comme ceci, l'autre il est comme cela, l'autre est comme ça, donc c'est normal que je sois amoureux. Mais non, 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 c'est ma pulsion. C'est ma pulsion. Après, il a choisi celui-là. Pourquoi il a choisi celui-là, c'est une autre chose. Mais c'est ma pulsion qui choisit. C'est pas l'autre, non, qui vient me choisir. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent, non, on va dire qu'il y a des gens qui tombent tout le temps amoureux, il y a des gens qui ont une grande pulsion sexuelle, il y a des gens, Marilyn, bonsoir, pour aimer, il faut savoir mourir. Moi je crois, façon de parler. Alors, une chose qui va être intéressante de penser, oh la mort. Oh l'amour, Martine. Donc on va dire que il faut savoir que si Platon n'avait pas inventé l'amour, nous ne connaîtrions pas l'amour. Bon, il y aurait eu quelqu'un d'autre qui l'aurait écrit, évidemment. Mais disons que c'est intéressant.
Et en fait, vous voyez, par rapport à toutes vos questions aussi, où on voit qu'on se pose beaucoup de questions sur l'amour. Et le véritable amour, c'est quoi le véritable amour? C'est celui qui va durer toute la vie ou qu'est-ce que ça veut dire, véritable amour? Alors, et qu'est-ce qui est le plus important pour nous? D'aimer ou d'être aimé? Alors, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein. Alors, il va y avoir des idées qui sont très intéressantes quand on va parler de l'amour, parce qu'on va parler de l'amour, qu'en fait l'amour il est né dans le langage. Premièrement, il y avait le langage, non? Et dans le langage est née l'idée de l'amour et sa beauté. C'est-à-dire que toute invention, on va considérer que toute invention est belle parce que c'est une invention. C'est-à-dire que une invention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a une fonction. Et que la fonction de la beauté, c'est celle de... Le concept d'amour en psychanalyse est-il identique à celui en TCC? Il n'y a pas de concept d'amour. L'amour, c'est un phénomène. Il n'y a pas de concept d'amour en psychanalyse. Donc, on va dire, pour revenir sur la fonction, Françoise, bonsoir, sur la fonction de la beauté. Et la fonction de la beauté, vous voyez qu'il y a des choses, quand nous sommes en contact avec la beauté, il y a quelque chose que nous émeut tout particulièrement. Et parce que la beauté, on va voir, aujourd'hui c'est une marchandise, effectivement, Xavier. On a trop tendance, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'idée que présente la psychanalyse sur l'amour pour éviter de tomber dans ce piège où aujourd'hui on nous vend l'amour comme s'il s'agissait d'une marchandise. Mais donc pour revenir sur la fonction de la beauté, où je disais qu'on a tendance, quand chacun va mettre une beauté quelque part, on va dire dans son regard, qui va être capable de distinguer, de voir, de signaler la beauté, alors parce que c'est en relation avec la dernière barrière, on va dire, bonsoir Marie-Christine, avec notre propre être mortel. D'accord? Donc c'est ça qui va être super intéressant. C'est-à-dire que la beauté est en relation directe avec notre être mortel. Et notre être mortel, c'est quelque chose qui va être très important. Parce que si je vis l'amour comme un immortel, c'est une chose. Si je vis l'amour comme un mortel, c'est une autre. Alors nous avons deux chemins possibles, on va dire, il y en a bien plus. Une autre chose qui va être importante et qu'on souligne dans notre livre qui s'appelle L'esclavage de l'amour, où on souligne l'importance, c'est-à-dire qu'il y a autant de manières d'aimer que d'être humain. Nous avons tous une manière d'aimer tout à fait particulière. Donc ça, c'est vachement important. Donc, et nous avons tendance à vouloir nous débarrasser de notre mortalité. Et donc, quand on essaye de se débarrasser de cette mortalité, de cette position de mortel qui nous correspond et en fait que nous devrions tous être capables de construire ou de faire le travail de la construire. Donc pourquoi? Pour ne pas tomber dans la maladie. Pour ne pas tomber dans la maladie parce que d'une manière ou d'une autre, toutes les maladies, c'est une manière d'exprimer et de nier la mortalité. C'est-à-dire, moi je ne suis pas mortelle, je suis malade, c'est différent. Non? Par exemple. Donc dans l'amour, pour revenir dans l'amour, où là je suis en train de faire un petit tour, on va voir que dans l'amour, il va falloir, pour arriver à cet amour mortel, c'est-à-dire se transformer de aimer en aimant. Un aimant, non? Parce que bien sûr, exactement. En fait, on se transforme, quand on commence à devenir un aimant, on se transforme réellement en un aimant, c'est-à-dire qu'on attire les gens. Chercher l'amour, ça c'est pas si attirant pour les autres. Par contre, quelqu'un qui est aimant, c'est-à-dire quelqu'un qui est désirable. Et qui est désirable comment? Pas comme un objet qui va se mettre très joli, très beau, et donc qui va intéresser, non, comme un objet, comme une marchandise, comme disait Xavier en parlant de marchandise. Non, non, il va se mettre comme un désirant de façon inconsciente. D'accord? Après que on soigne sa présentation, c'est une autre chose. Mais on ne se transforme pas en objet pour autant. Et ça, on va voir que ça, c'est le véritable amour.
c'est se transformer et devenir un aimant, c'est-à-dire commencer à aimer l'autre, à aimer les autres, sans attendre toujours qu'on nous mène, qu'on nous aime, qu'on nous aime, qu'on nous aime. Donc, commençons à aimer. Et donc, devenir une personne désirante, ça veut dire, alors écoutez la définition de la psychanalyse, ça veut dire commencer à aimer dans l'autre ce qui lui manque. C'est-à-dire, au lieu de vouloir que l'autre soit complet, donc je le critique tout le temps parce qu'il n'est pas complet, ben je commence à aimer en fait ce qui lui manque, parce que ce qui lui manque, c'est quoi? C'est son désir. Hein? Fatma Ahmed, bonsoir. Alors, une autre chose, mais ça peut faire peur à l'autre aussi d'être aimant. Alors, donc, bon, on va refaire un petit tour, après on y reviendra. Donc, on va dire que il n'y a pas de sujet de l'amour, hein, sinon que les êtres humains, en fait, nous sommes victimes de l'amour. Et victime de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a quelqu'un qui avait fait référence. Victime de l'amour, ça veut dire victime de notre propre narcissisme. Hein? C'est-à-dire que nous utilisons l'autre, nous aimons l'autre, dans le sens où nous l'utilisons pour nous aimer nous-mêmes. Non, c'est comme une sorte de, au lieu d'être très narcissique et ne même pas avoir besoin d'objets pour pouvoir pour s'aimer soi-même, non, comme Narcisse dans son miroir, mais on va avoir un narcissisme qui va se déplacer sur une personne où en fait on va utiliser l'autre pour nous aimer nous-mêmes. Hein? Et ça, Freud il dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour l'être humain. La seule manière d'aimer, c'est d'une manière narcissique. D'accord? Donc, ça va être que l'amour, l'essence de l'amour est narcissique. Nous ne pouvons pas y échapper. Hein? C'est pas le phénomène de projection-introjection. Non, Caroline, parce que c'est, on va dire que le narcissisme, c'est quoi? Le narcissisme, c'est donc celui qui va être un élément, vous pouvez expliquer ce qu'est le narcissisme, qui va déterminer tout choix d'objet. En fait, je vais m'intéresser à l'autre. Pourquoi? Non, c'est parce que, en fait, je vais voir dans l'autre quelque chose que je suis. C'est ça le narcissisme. C'est-à-dire que ce que je vois dans l'autre, c'est je le vois. Pourquoi? Parce que ça intéresse ma libido. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec moi-même. Et donc il va dire, j'ai 5 possibilités de manière de choisir mon amoureux, mon amoureuse. On va dire. Et les 5 possibilités, ça va être, je vais choisir quelqu'un qui est comme moi. Simplement. D'accord? Ou alors physiquement, ou psychiquement. Après, il faut étudier tous les cas, bon, pour savoir ce qui peut avoir uni les personnes. Le narcissisme, c'est que l'autre me renvoie. Non, Amina, le narcissisme, c'est ce que moi je vais mettre dans l'autre pour pouvoir l'aimer. C'est-à-dire que je vais lui mettre une partie de moi pour pouvoir l'aimer. D'accord? Parce que je ne sais pas si l'autre, il est réellement comme moi. Mais moi, je vais le voir comme moi. Pourquoi? Comme je vais pouvoir l'aimer. Alors, il va dire, c'est ou une personne qui est comme moi, ou c'est une personne qui a été comme j'étais avant. Donc, j'aime dans l'autre ce que moi j'ai été dans le passé. Ou j'aime dans l'autre ce que moi j'aimerais être. D'accord? Donc ça, c'est les 3 premières qui sont directement en relation avec moi. D'accord? Ou le présent, ou le passé, ou le futur. Mais toujours en relation avec moi. C'est un peu de papa et maman aussi dans l'autre, non? Et d'une autre manière, il va dire, il y a aussi le choix qu'on appelle le choix anaclitique, c'est-à-dire où je vais chercher dans l'autre la mère nourricière ou le père protecteur. Donc c'est un autre, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 5 choix. Alors le papa et la maman, ils sont toujours là, d'accord? Ils font partie de nous. Donc on ne va jamais s'en débarrasser. Donc il y a toujours quelque chose qui va, mais après ça devient une partie de nous. La maman à l'âge adulte, non, c'est une dame qui est là, et puis après,
Mais Mélanie Klein, ce n'est pas Freud. Et vous savez, Caroline, que moi, je suis principalement freudienne. Amina, l'autre me renvoie une part de ma personne. Alors, c'est pas qu'il me renvoie, je répète. C'est pas qu'il me renvoie, c'est que moi, je vais mettre ça dans lui. Moi, je vais mettre une phrase intelligente dans la bouche de l'autre pour dire « Waouh, t'es super intelligent !» D'accord? C'est différent. Ok? Donc, c'est-à-dire que après, vous voyez bien qu'il y a des gens qui tombent amoureux et on dit, et il y en a, ah, t'as vu comme il est beau, il est magnifique. Regarde. D'accord? Donc, en plus, mais c'est-à-dire que c'est moi qui lui ai mis cette image. D'accord? C'est moi qui ai élu mettre cette image. Alors, tiens, hein, on va dire... parce qu'en fait, ce que l'être humain, il fait, c'est qu'il va aimer, et être en relation avec l'extérieur. Ce que Freud, il va nous montrer, ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait, nous sommes en relation avec l'extérieur, avec notre libido, avec notre énergie psychique. C'est-à-dire que ce qui n'est pas touché par notre énergie psychique, on ne le voit même pas. On va voir que ce qui est en relation donc avec, ou notre libido a touché un objet de l'extérieur. Non? La 5e, c'est quoi? Le père protecteur, Jamal. Et donc, il dit, là, il va montrer la découverte de Freud. Non, l'amour est animé par le désir. Donc, Freud, il va nous montrer, Nadine, bonsoir, Freud, il va nous montrer qu'en fait, lui, il va rompre avec l'idée de la suggestion. Il dit, non, 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 ce n'est pas la suggestion qui intervient, c'est la libido. C'est la libido qui va entourer l'objet et qui va revenir sur moi. D'accord? Donc moi, je vais choisir pour m'intéresser. Donc ma libido, elle va aller rapidement sur quelque chose, non? Qui est en relation avec mon propre désir, avec mon narcissisme, on va dire. Et après, non, cette libido, elle revient sur le sujet, puisque la libido, non, c'est une énergie psychique qui a la caractéristique d'être constamment en mouvement. Et si elle est bloquée, s'il y a un blocage dans le mouvement de la libido, ça produit, c'est-à-dire qu'il va y avoir, ça produit des maladies et tout type de symptômes. Donc, il y a un narcissisme qui est nécessaire. Il y a un narcissisme qui va être là pour que nous puissions vivre ces relations amoureuses. Mais ça, c'est pas exactement l'amour qui est possible pour l'être humain. Parce que ça, c'est l'amour que nous vivons aujourd'hui, où on va dire, hein, non, c'est celui qui nous tombe dessus. Mais après, je ne sais pas si c'est de la projection. Hein, je ne sais pas si c'est le phénomène de la projection. Je ne sais pas si c'est en relation avec... parce que le mécanisme de projection, c'est que je ne le vois pas en moi. Je vais dire que c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même chose. Non, le phénomène de projection, c'est l'histoire de, comment on dit, l'histoire de la poutre dans l'œil du voisin, etc. Non, c'est-à-dire que ça, c'est la projection. C'est-à-dire que je ne vois pas mon propre défaut. Par contre, je le vois tout petit chez l'autre, ce que je ne suis pas capable de voir chez moi, qui est énorme. Non? Mais ça, c'est différent. Ça, c'est le mécanisme de projection. Bon, donc je disais que Freud, il va rompre avec cette idée de suggestion et qu'il va montrer que tout dans le sujet, non, est en relation avec cette libido, qui est donc la pulsion, on va dire la pulsion de vie. La libido, c'est la pulsion de vie d'un autre côté. Après, il va nous parler de la pulsion de mort qui va être cet autre côté qui va être indispensable pour mettre pour venir interrompre, puisque la pulsion de mort, ça va être principalement la possibilité de l'interruption. Donc ça, c'est une idée de Fanette. Elle pense que l'autre va venir la compléter. Non. Nous sommes tous des êtres complets. Et donc, comme être complet, nous avons un manque qui nous constitue. Et ce manque, c'est ce qui nous permet de désirer. C'est pour ça qu'on s'en va toujours vers l'extérieur, ou qu'on devrait toujours aller vers l'extérieur pour dire, tiens, je vais aller chercher
vers l'extérieur ce qu'il me manque. Mais une fois que je l'ai, je me rends compte qu'il me manque toujours. Pourquoi? Parce que c'est ça le moteur. Le manque, c'est ce qui va être mon moteur. Donc, chercher à combler le manque, ça ne fonctionne pas. Je vais toujours être dans une situation où, en fait, je vais me retrouver où à chaque fois, j'y arrive jamais. Non, donc, ça va être, au lieu d'accepter que le manque est là, constitutif, je vais toujours me sentir impuissant. Comme que j'ai pas réussi. Comme que j'ai pas réussi. Alors que c'est quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire que, non, vous voyez, quand je me demande des choses qui ne sont pas possibles pour l'être humain, ben je me retrouve dans une situation d'impuissante. Non, dans une situation, l'amour et la dépression, ou la rupture amoureuse et la dépression. La dépression, ce serait s'être approprié de cet objet perdu. Non, parce que c'est pas l'amour. L'amour et la dépression, ça n'existe pas. Dans le sens où, si je suis amoureuse, si l'amour existe, c'est difficile d'être déprimé. Non, s'il y a une rupture amoureuse, bon, il y a un deuil à passer. Et donc, il faut savoir passer le deuil. Mais c'est pas avec ces manques, Daniel. Je vais insister, c'est une carence qui est constitutive. C'est un manque qui est constitutif et qui fait partie de moi. De la même façon que que tous les aimants qui me forment, un autre élément, c'est le manque. Vous comprenez? Ça fait partie d'un tout. Vous savez, le manque fait partie de ce qui me constitue. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le concept de manque? Ça vous va, Nathalie? Non, c'est-à-dire que j'ai une position sexuelle, j'ai une position face à l'Oedipe, j'ai une position face au deuil, j'ai une position bonsoir, ça non, Karima, bonsoir. Donc j'ai tous ces éléments-là font partie de moi. J'ai un moi, j'ai un ça, j'ai un surmoi, j'ai un appareil psychique, j'ai un appareil biologique. Non, le manque crée le désir, exactement. Pas expert. Non, le manque est obligatoire parce que sinon, rien ne m'intéresserait. D'ailleurs, la maladie, hein, c'est une manière d'essayer de dire la maladie, c'est la maladie, je dis la maladie ou le symptôme, c'est oh non, moi je ne peux pas, vous voyez, non, non, je ne peux pas parce que. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'il y a le manque. Donc il vient avec, non, des symptômes, ou il va présenter des symptômes pour dire, non, moi je suis dans l'incapacité. Hein. Donc, que ce manque, donc c'est pas j'ai besoin d'affection, c'est pas un manque d'affection, c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de vitamines, d'accord? C'est un manque qui est constitutif. C'est un manque qui me pousse à faire des choses. Ce qui est le désir, comme disait pas expert. D'accord? C'est le désir. Le manque, c'est le désir. Vous voyez, c'est un moteur. Le manque, c'est un moteur. Donc, vouloir le couvrir, vouloir l'éliminer, du coup, c'est ce que font les médicaments. Non, il y a de nombreux médicaments. Ce qu'ils font, c'est qu'ils couvrent, non, ce manque. Donc, on ne manque plus de rien. Par exemple, amour et tendresse. Oui, Féti. Amour et tendresse. De quelle tendresse vous parlez? Non? Pourquoi vous voulez parler d'amour et tendresse? C'est quoi ça? L'amour et la tendresse de maman? Non. Donc, on va essayer de voir, c'est un manque structurel. Merci Fabienne. Exactement, c'est un manque structurel qu'on ne pourra pas éliminer. Alors, je vais vous présenter un petit cas que j'ai lu là ce matin qui était très intéressant, qui disait que justement ce qu'on va voir, non, dans cette possibilité pour voir un petit peu l'idée du manque, où on présente par exemple une femme qui avait plus peur de la santé que de la maladie, qui craignait plus la psychanalyse que la maladie. Pourquoi? Parce que dans la maladie, elle pouvait justifier une carence. Et toute absence, toute omission, non, justifiée dans chacun de ses pas, ou de ses non-pas, non, elle pouvait tout justifier avec cette présence de la maladie. Est-ce que le manque a quelque chose à voir avec le besoin? Non, Dominique, non, ce sont deux choses. La peur de l'éros, qu'est-ce que ça veut dire? La peur de l'amour. Olivier. Ce manque vient de quoi dans la structure? Qu'on a cru à un moment donné qu'on était complet.
hein, c'est-à-dire que quand nous sommes nés, on a cru qu'on était complet, on a cru qu'on était immortel et que tout ça, ben, il va falloir, non, se séparer de cette idée. Et ça va créer, non, ça va créer une carence, un manque. Non, ce n'est pas dans cette dimension. Alors, donc ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'une chose c'est la maladie, et une chose c'est le symptôme, et une autre chose c'est ce que je vais faire avec ces symptômes, ce que je vais faire avec cette maladie. Qu'est-ce que je vais en faire? Non, quand on parle de l'utilisation, non, de l'utilisation secondaire de la maladie. Parce que c'est vrai que on n'est pas responsable des maladies, on est impliqué dans la maladie qu'on a, mais on n'est pas responsable de la maladie qu'on a. Mais on est responsable de ce qu'on va faire avec ce que l'on a. Non, ça, c'est très important, c'est-à-dire selon, non, si j'ai mal à la tête, et du coup, j'arrête toute activité, parce que j'ai mal à la tête. Non, je ne parle pas des grosses migraines, tout ça, mais enfin, peu importe. Non, il y a des gens qui ont des grosses migraines, ils sont quand même capables de continuer à faire des choses. Non, donc ça veut dire que chacun, on va avoir une position donc, par rapport à ce qui nous arrive. Et donc la maladie, c'est quelque chose de très utile pour de nombreuses personnes. Alors que la santé, non, le fait, donc c'est pour ça aussi que la psychanalyse, c'est quelque chose de fort, on va dire, parce que la psychanalyse, à un moment donné, ben, elle va permettre au sujet de se rendre compte qu'en fait, pendant un certain temps, il a choisi la maladie au lieu de choisir la santé, qu'il a pris cette décision. Hein, et que donc, qu'ils étaient enfermés dans la maladie. Il y a des personnes qui se sont enfermées dans la maladie, hein, qui ont voyagé dans la maladie, hein, qui sont demeurés dans la maladie. Hein. Et alors, tendresse comme énergie libidinale qui cache une agressivité refoulée. Alors, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. La tendresse n'est pas obligatoirement une énergie refoulée. Est-ce que chacun de nous a un manque différent de l'autre? Alors, non, parce que c'est un manque constitutif, en fait c'est le manque, mais il va se manifester peut-être chez chacun d'entre nous d'une façon différente. C'est une fixation. Qu'est-ce qui est une fixation, Myriam? Non, chaque manque, le manque est le même pour tout le monde, mais bien évidemment il va se manifester d'une façon différente. Est-ce que vraiment un choix quand l'inconscient a ses propres objectifs et propres choix? Mais je ne sais pas si l'inconscient il n'a pas d'objectif. Le seul objectif qu'a l'inconscient, c'est s'exprimer. L'inconscient, non, il ne calcule pas, il ne juge pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est s'exprimer. Mais l'inconscient, il n'est pas tout seul. Hein, c'est-à-dire que l'inconscient, il n'est pas tout seul dans le sens où il y a un appareil psychique qui fait que l'inconscient ne va pas pouvoir s'exprimer comme il veut, sinon qu'il va y devoir avoir différentes forces qui vont rentrer en jeu, et fait que ce qui va apparaître dans la réalité, ça va être une transaction de différents désirs, de différentes concessions, de la censure, de la répression. D'accord, il y a différents mécanismes qui font qu'après, on se retrouve avec un résultat où on ne comprend pas bien ce qui se passe, non, ce qui se passe là. Hein. Alors, et en fait, donc, pour revenir à cette femme dont on parlait, qui s'était donc enfermée dans la maladie, et en fait, on va dire qu'elle était complice d'une vie qui ne lui appartenait pas, parce qu'elle n'avait pas fait sa vie. Elle s'était accrochée à une maladie, pour dire non, 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 je ne peux pas. Non, j'ai ma maladie. Ah ben non, 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 je pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne reconnaît pas sa propre carence et qui dit non, non, ma carence, c'est ma maladie. Au lieu de reconnaître une carence constitutive, je fabrique une véritable carence, on va dire, non, une maladie. Donc, j'ai pas la santé. Ah non, j'ai pas la santé. Ma carence, c'est que je n'ai pas la santé. Donc, vous voyez ce que l'être humain, il est capable de faire, non? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'être humain, il est capable de produire dans la réalité certaines choses pour se défiler de certaines choses qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas savoir, qu'il ne veut pas connaître, avec lequel il ne veut pas être en relation, qui veut garder les mêmes idées,
hein, surtout ne rien transformer, hein, surtout ne rien transformer, hein. C'est la peur de ce petit changement qui va me faire découvrir que je peux être différente. Et le fait, c'est pas vraiment la peur de découvrir la différence, mais sinon que quand je me transforme, quand je deviens, non, quand je me découvre, en fait, quand je commence à me découvrir, ce que je me rends compte, bah, c'est que je ne l'ai pas fait avant, par exemple. Ou ce qui me découvre, c'est une certaine, si j'ai bien compris, l'amour d'autrui est basé sur un manque, sur le manque de l'autre, non? Et quelque chose que je n'ai pas et que l'autre possède. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est ce que j'apprécie, c'est ce que je désire, c'est le manque de l'autre. Ce que je vais aimer, c'est le manque de l'autre. Non, non, c'est très complexe. Non, c'est très complexe. L'amour, c'est quelque chose, penser à partir de notre appareil psychique, c'est quelque chose de très complexe. Non, ça veut dire que deux amoureux ou deux couples doivent être différents, sinon ils ne s'aiment pas. Bon, on est toujours différents de toute façon, non? Donc justement, c'est très dur d'y faire naître. Bah, justement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas changer, rester, garder les mêmes idées pour ne pas se rendre compte, pour ne se rendre compte de rien. Parce que dès qu'on change un petit peu, on se rend compte de ce qui se passait avant. Non? Très souvent, on veut le savoir aujourd'hui, je veux savoir, je veux comprendre ce qui m'arrive, je veux savoir, je vais expliquer, etc. Non, mais il faut changer pour essayer de voir quelque chose. Et en plus, quand je vois quelque chose du passé. Et ensuite, je vais vous lire une phrase qui est super intéressante. Euh, Ah, et une autre chose d'ailleurs qui est soulignée dans le livre dont je vous parle, donc qui vient d'être édité, publié en français, qui s'appelle L'esclavage de l'amour, c'est quand on va parler justement de... attendez, c'était où ça? Si, et parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans la position de un peu infantile, bah, non, pas, ou un peu infantile ou très infantile, de réclamer l'amour des autres, de quelqu'un de particulier ou de tout le monde en général, mais d'avoir besoin qu'on nous aime. Et en fait, on va voir que dans cette position, non, de vouloir être aimé, vous êtes amoureuse de quelqu'un. Je me rappelle qu'on avait posé la question à Edith Piaf, mais on n'avait pas précisé de quelqu'un, sinon qu'on lui avait demandé si elle était amoureuse. Et elle avait dit oui, bien évidemment, tout le temps. Comment avoir un livre dédicacé? Ah ça, il faudrait me donner votre adresse postale, et je pourrais vous le faire parvenir. Donc, je disais que la personne qui cherche absolument, non, qui a besoin, qui sent qu'elle a besoin, comme si c'était quelque chose d'un manque, non, comme un désir infantile, d'être aimé, en fait, le problème, donc, c'est-à-dire qu'il va être préoccupé pour devenir un être désirable. Je dois me transformer en être désirable, non, pour que les autres me désirent. Donc moi, je me transforme en objet. Si je cherche à ce qu'on me désire, c'est que je me transforme en objet. C'est dur de savoir notre manque chercher chez l'autre. Comment savoir le manque de l'autre chez nous? Mais non, ce sont des choses théoriques, Jeanne. Donc il ne s'agit pas de s'occuper du manque ni de l'autre ou de rien du tout. Ce sont des choses théoriques. On parle des liens qu'il y a entre les gens qui fonctionnent sans que nous n'en sachions rien. Nous, ce que nous devons vivre, c'est vivre. Ce que nous devons faire, non, c'est vivre. Nous occuper de vivre. Et après, aller en psychanalyse pour voir un petit peu comment on vit. Non, quelle est notre manière un petit peu de vivre. Donc, parce que la personne donc, qui cherche l'amour, qui cherche à être une personne désirable, en fait, c'est une personne qui va se détériorer. Et détériorer comme quoi? Parce qu'elle va se transformer en objet. Et un être humain qui se transforme en objet, ben, on va dire que c'est on dit un détériorement, une détérioration, je ne sais plus comment on va dire, mais enfin c'est quelqu'un qui va se détériorer parce qu'en fait un objet, ben, c'est une marchandise, non, comme disait Xavier avant, c'est-à-dire que un objet c'est muet, ça parle pas,
Un objet n'a pas besoin de parler pour être reconnu, pour dire tiens, elle existe, pas besoin de parler. Non, un objet se suffit à lui-même comme objet. Un objet n'aime pas. Ok, ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'un objet n'a pas la capacité d'aimer. Un objet n'a pas de sentiment. Un objet ne travaille pas. Il ne fait que vieillir, que se détériorer. Donc vous voyez, et alors, quelle est l'autre possibilité? Parce que ou je me mets dans une position d'objet, ou j'apprends à devenir sujet. C'est-à-dire à commencer à m'occuper, à savoir, à aimer. On dit que l'homme n'aime que 3 fois seulement dans sa vie. Alors, on va dire un objet vient répondre à un manque inconscient. Alors, il y a des choses différentes, Caroline. D'accord? C'est-à-dire qu'on va parler d'objet, c'est-à-dire d'objet de la libido. Mais ça, c'est quelque chose de théorique. Moi, là, je ne faisais pas exactement référence à cet objet théorique. C'est-à-dire que moi, je peux aimer quelqu'un de désirant, mais qui va être mon objet pour ma libido. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Une autre chose, c'est ma position psychique. Si je me positionne comme un sujet qui désire, ou si que je me positionne comme un objet qui cherche à être aimé et à être désiré. C'est-à-dire qui se donne aux autres, non? Comme ce schéma qu'on va voir dans l'amour Cortès, non? Dans les histoires de Balzac, la princesse de Clèves, etc. On voit que la femme, en fait, elle était, non, pour être utilisée comme objet pour aimer. Vous voyez dans quel état elle terminait en général, ces femmes qui se présentaient comme objet pour être choisies donc par un homme qui ensuite, c'était ce qu'on appelle l'amour Cortès. La vie doit être vécue, exactement. Hein? Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. De vivre la vie, ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, vivre la vie, c'est pas simplement le verbe aimer. Vivre la vie, c'est conjuguer le plus de verbes possible, on va dire. Le plus de verbes possible. Donc avoir la possibilité de que tous les verbes qui sont dans, non, et dans comment on va dire, non, que je peux qui sont à ma portée. Voilà, je l'ai trouvé. Qui sont à ma portée, que je puisse les mettre en œuvre. Que tous ces verbes, je puisse les mettre en œuvre. Hein. Et qu'il y a une chose qui va être très importante et qu'il faudrait souligner là ce soir quand on parle aussi d'amour, que l'amour c'est pas simplement en relation donc avec les autres personnes, sinon que l'amour c'est aussi dans le travail, que l'amour aussi c'est aussi dans la création. L'amour c'est être capable de faire quelque chose, ça veut dire que publier un livre par exemple c'est un acte d'amour, dans le sens où il y a de nombreuses personnes, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, et c'est quelque chose que d'autres personnes vont pouvoir utiliser à leur guise, comme ils veulent. S'ils veulent l'utiliser pour mettre dans la cheminée, pour réaviver le feu, ou s'ils vont l'utiliser pour donner de nouvelles conférences. Ça, ce n'est plus, donc ça, c'est du véritable amour, on va dire. C'est-à-dire que c'est les choses que je vais produire et qui ne m'appartiennent pas. Et ça, on va voir que, exactement, donc la sublimation, mais attention, c'est pas simplement la sublimation qui est un acte d'amour, parce que la sublimation, en fait, est, comment on va dire, ça dépend, non, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont écrire, et qui vont laisser tous leurs écrits dans un tiroir. Donc ça, c'est de la sublimation, mais c'est pas un acte d'amour. Le laisser dans un tiroir, c'est pas un acte d'amour. D'accord? Donc il faut faire la différence, c'est-à-dire avoir la possibilité de produire quelque chose, mais après, si je le garde tout pour moi, où est l'acte d'amour? D'accord? C'est-à-dire qu'après, il faut cette production la lancer dans le monde. C'est déplacer une pulsion libidinale. D'accord? Exactement, c'est déplacer la libido, on va dire. C'est déplacer la libido, c'est-à-dire la sortir du moi. Hein, on va dire que le mécanisme de la sublimation, c'est que je vais retirer la libido que j'utilise pour mes amours, je vais la remettre dans mon moi, non? Et je vais l'utiliser ensuite pour la production de quelque chose extérieur à moi. L'autre est mon reflet pour me narciser davantage. Alors vous avez besoin d'être narcisé davantage.
Aimer, c'est donner et prendre en satisfaisant le manque, le mien et de l'autre. Aimer, hein, on va dire que il y a cette définition, non, qui dit aussi, parce qu'il y a la définition de Lacan, qui est très intéressante, et après il y a cette autre définition, on va dire que aimer, c'est être capable de donner sans rien attendre en échange. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en relation, par exemple, avec la publication d'un livre. Encore non, il y a des gens qui attendent d'avoir un certain succès, qui attendent d'avoir un certain nombre de ventes, non? Et d'avoir. Donc, être capable de ne rien attendre en échange, sinon que ça va être d'être capable de produire des choses et on verra bien les résultats que ça produira. Hein. Quels sont les résultats que ça va produire? Donc, ne pas s'occuper des résultats. D'ailleurs, si on s'occupe trop des résultats, on finit par ne rien faire. Puisqu'on est en train de faire des calculs, non, des statistiques. Aimer, c'est au-delà du corps, disait Lacan. Ben, le corps, c'est quoi, monsieur l'expert? C'est quoi le corps? En psychanalyse, le corps, c'est un corps pulsionnel. C'est la pulsion, le corps. Non? Que la pulsion, c'est ce qu'il y a. On dit qu'en psychanalyse, le corps n'existe pas. Il voyage avec nous. Il voyage avec nous. Donc, on va dire que c'est au-delà du corps pulsionnel. C'est-à-dire que aimer, par exemple, c'est être capable de dire, par exemple, mon fils va partir en vacances et il a son copain qui aimerait bien partir en colonie avec lui, mais ses parents n'ont pas d'argent, donc il peut pas. Moi, j'ai l'argent, je paye les vacances au copain. C'est ça, aimer. C'est-à-dire quelque chose au-delà de mon corps. Au-delà de mon corps, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas en profiter. Mais je mets l'argent pour que ça, ce soit possible. D'accord? Ça, c'est aimer au-delà de son propre corps, c'est-à-dire au-delà non, de ce que moi, je vais en profiter. Et ça, non, c'est une générosité dont très peu de personnes sont capables de faire, c'est-à-dire de produire quelque chose qui va ensuite leur échapper, qui ne va plus être... qui ne, non, mais c'est... je veux dire, après, il y a des gens... J'attendais un merci. Alors, comment vous attendez un merci? Ça ne vous suffit pas d'avoir eu la possibilité de le faire? Non? Avoir eu la possibilité de le faire, c'est déjà, au-delà d'aimer, vivre, n'est-ce pas justement ne rien attendre? Ben, ça dépend ce que ça veut dire vivre, Esther. Non? Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour vous? Donc on va dire, c'est pour ça que la possibilité, on va dire la possibilité de cette générosité, non? Avoir la possibilité de le faire. Parce qu'il y a des parents qui vont dire non, vous n'avez pas le droit de payer ça à mon enfant. Non, on ne peut pas le faire. D'accord? Et des fois, on ne le permet pas. Donc, avoir la possibilité d'être généreux, qui est quelqu'un qui accepte notre générosité, c'est ça le cadeau. Non? C'est ça le cadeau, de pouvoir aller donc au-delà de son corps, comme on disait, non? Au-delà de son corps, c'est-à-dire quelque chose dont on ne va pas profiter, mais qu'on est capable. Non. Donc, vous voyez, nous avons encore beaucoup à faire pour apprendre à aimer. Que ce n'est pas quelque chose qu'on va... Parce que, en fait, il faut non seulement... Parce qu'on peut apprendre à aimer dans toutes les situations. Donc, vous voyez, c'est un programme. Et c'est un programme très intéressant, non? C'est un programme très intéressant. C'est pour ça qu'on va dire, Fanette, merci à vous. D'accord? C'est pour ça que les remerciements, en fait, doivent être toujours des remerciements qui vont l'un à l'autre, puisque c'est grâce à vous que moi je fais ce live, et vous, vous avez ce live parce que moi je le fais. Donc c'est toujours un remerciement. Alors c'est pas réciproque, parce que le remerciement est différent. Moi je vous remercie pour des raisons différentes, et vous, chacun de votre côté, vous remerciez aussi pour une chose différente. Mais merci à vous Fabienne, Merlène, merci. Donc vous voyez, mais effectivement, il y a merci à vous, donc de remercier. Merci Carlos, merci Neléa.
Ok, Martine, merci. Merci à vous, Annick. Bonsoir, Daniel, bonsoir sur l'amour. Bonsoir, Rachid, Nathalie, super conclusion. Jamal, merci. À très vite. Lucie, merci. Donc, allez, bonne soirée, bonne continuation. Vivre, ce serait être acteur de sa vie. Exister, être spectateur. Acteur de sa vie, mais quel type d'action? Quel type d'action? Pardon Esther, j'insiste, mais quel type d'action? Allez, bonne continuation, bonne soirée et on continue mardi prochain, toujours à la même heure. Mais cette fois-ci, nous serons au mois de juillet. Allez, au revoir. À la prochaine fois. Au revoir Olivier. Ciao Anne-Sophie, Marie-Laure, au revoir à mardi.